Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert ce matin, est avec nous en studio Arnaud Robert. Bonjour, vous êtes journaliste, réalisateur, vous êtes suisse et vous publiez avec le photographe Paolo Woods un livre. Mais moi j'ai été fasciné par ce livre, Happy Pills, ça s'appelle. Chimie, force, publicité, sexe, marché, miracle. C'est chez Delpire & Co. Vous avez fait une enquête absolument remarquable sur les médicaments. Sur les médicaments et le bonheur, les pilules du bonheur. Comment alors c'est difficile d'aborder parce qu'il y a tellement de choses dans votre livre, mais vraiment je le recommande parce que moi j'ai été attirée par les photos. Alors je parle plus que vous pour l'instant. J'ai été attirée par les photos qui sont remarquable. Le photographe Paolo Woods, en particulier les photos africaines, sont incroyables. Mais vous avez vous aussi fait une enquête sur toutes ces pilules partout dans le monde qui sont censées nous aider à mieux vivre. C'est ça, en fait, ce qui nous intéressait. Au départ, on voulait faire un travail sur l'industrie pharmaceutique et on a commencé à frapper aux portes des grosses multinationales. On est allé voir les multinationales et on était toujours frustrés parce qu'on avait des réponses standardisées, conformes. On n'avait pas l'impression d'aller au cœur du sujet parce que ce qui nous fascine au fond, c'est notre relation intime aux médicaments. On a tous une relation intime aux médicaments et vous avez vu qu'il y a une série dans ce livre qui a été photographié par Gabriele Galimberti, où on demande aux gens, sortez vos médicaments, montrez-nous vos médicaments. On est dans une trentaine de pays et ça dit à la fois quelque chose de la mondialisation. C'est clair qu'il y a des lieux où il n'y a pas du tout de médicaments. Il y en a, comme chez nous, on en a en excès. Et puis, ça dit quelque chose de nos intimités, parce que c'est ça qu'on voulait creuser. C'est vraiment la relation intime. Une boîte à pharmacie, on dit beaucoup sur nous. Ça fait réfléchir, effectivement, quand on voit les photos et puis quand on se met à réfléchir, on se dit, qu'est-ce que j'ai dans ma boîte à pharmacie? Mais c'est une sorte de journal intime inversé, c'est une autobiographie des mots, en fait, notre boîte à pharmacie. Et puis c'est très secret, hein. On n'a pas du tout envie de montrer nos médicaments parce que ça parle, en fait, de nos faiblesses. Alors, dans votre livre, on va retrouver un gigolo italien dopé au Viagra, un paysan du Niger qui, lui, prend du tramadol, comme beaucoup d'Africains, qui est une sorte antidouleur très fort. Antidouleur très fort, mais qui leur permet de travailler, justement, de supporter le travail. C'est presque un médicament anti-fatigue. Absolument. On va trouver une étudiante du Massachusetts que sa mère gave de pilules pour la rendre plus concentrée. On va aller à Tel Aviv avec ce médicament, la PrEP contre le sida. Alors le livre, vous abordez le Viagra, vous abordez les antidouleurs, avec des chiffres à chaque fois. Un témoignage très très fort. Vous avez suivi Louis Berriot, qui était l'ancien patron de France 2, qui a été atteint d'un cancer du pancréas et qui a décidé de mourir, de choisir sa mort en Suisse. Bah oui, en fait, tous ces médicaments disent quelque chose de nos aspirations. C'est comme si on est dans une civilisation où il y a une pilule pour tout, pour devenir plus fort, plus grand, pour bander en permanence, pour être plus beau, pour être moins vieux. Et puis, paradoxalement, même quand on veut mourir, il y a des pilules pour ça. Il y a des substances qui sont fabriquées par l'industrie pharmaceutique. Et c'est vrai que on se disait, notre livre s'appelle Happy Pill. Hein, c'est peut-être la vraie Happy Pill. C'est quand on a rencontré Louis Berriot, qui paradoxalement était au pire moment de sa vie et qui a accepté de nous ouvrir ses portes. On a vécu pratiquement une semaine avec lui, à la fois dans un dernier voyage et puis sur ce dernier lit, son lit de mort en Suisse. Il y avait quelque chose de l'ordre de la libération, paradoxalement, chez lui, beaucoup plus que dans d'autres destins que l'on a vus, où c'était plus une relation de dépendance avec les médicaments. Ça dit quoi aussi sur l'industrie pharmaceutique? Il y a des chiffres vertigineux, il y a des statistiques. Le livre est extrêmement beau, c'est un beau livre, hein. C'est un livre très beau, mais vous donnez des chiffres qui sont, par exemple, sur la contraception. 85% des femmes en Norvège prennent un contraceptif, 7% au Sud-Soudan. Il y a une inégalité dans le soin qui est flagrante quand on regarde votre livre, parce que vous avez traité de l'Afrique et puis de l'Europe. Inégalité à nouveau paradoxale, parce qu'on se retrouve dans un village du Sud-Niger, justement pour rencontrer ces paysans, et on est dans un village où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de réseau téléphonique, et pourtant le sol est jonché d'emballage de médicaments. Et on se dit, parmi les industries mondialisées qui arrivent partout, même dans les endroits où il n'y a pas de moyens pour avoir accès à la modernité, eh bien, il y a des médicaments. Alors, il y a ces photos magnifiques qui sont des véritables œuvres d'art pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou Facebook, ou qui sont en Afrique avec ces marchands ambulants de médicaments. Oui, c'est en Haïti, ça, mais en Afrique aussi, on a des charrettes où ce sont finalement des prescripteurs de médicaments avec les photos des maladies, et vous choisissez
choisissez votre médicament. Mais ça, en Haïti, c'est magnifique. Ce sont des espèces de pyramides de médicaments et ce sont eux qui les prescrivent. C'est drôle parce que nous, on a beaucoup travaillé avec Paolo Woods en Haïti et c'est vrai que post-séisme, après le 12 janvier 2010, on était dans les rues de Port-au-Prince et émergeait tout à coup pratiquement des débris, ces tours de médicaments qui étaient d'une beauté pour nous extraordinaire. D'ailleurs, l'aspect esthétique, il compte, c'est-à-dire que les marchands disent si notre assortiment n'est pas bon, on ne va pas vendre. Et effectivement, ce sont des beaux objets, mais ce sont des bombes chimiques également, qui mélangent de faux médicaments, des médicaments de contrefaçon, et donc qui sont effectivement prescrits par des gens qui sont essentiellement des marchands et pas du tout des agents de santé. Oui, il y a des chiffres aussi sur les faux médicaments qui sont très importants, en particulier en Afrique. Hein. Je ne sais pas si vous les avez en tête, mais il y a un nombre de contrefaçons invraisemblable. C'est-à-dire que vous voyez ce qui s'est passé depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est que deux marchés ont émergé dans la pharma, l'Inde et la Chine, qui exportent massivement vers les pays en développement avec des doses, avec des médicaments surdosés, dangereux, parfois des médicaments dont la substance active n'a pas été vérifiée. Et effectivement, ce marché noir, ce marché semi-clandestin du médicament, c'est celui qui croît le plus rapidement. 4 milliards de comprimés de Viagra vendus dans le monde, dans 70 pays. 8 saisies sur 10 de médicaments illégaux concernent les troubles de l'érection. C'est la happy pill par excellence, le Viagra. C'est en tout cas celle dont on a pensé qu'il fallait absolument la couvrir parce que c'est presque un élément de la pop culture, le Viagra, cette pilule bleue en losange qui dit quelque chose de notre civilisation. À la fois, elle dit la volonté de performance absolue, de bander, mais aussi l'absence de plaisir. C'est-à-dire que le Viagra, c'est une drogue presque c'est un médicament presque théâtral. C'est-à-dire il s'agit de performer plutôt que d'avoir du plaisir. Ouais, votre gigolo italien est formidable avec cette photo parce que il y a à chaque fois une histoire qui accompagne chacun de ces thèmes. Cette photo où il est pris dans une fontaine. Il y a aussi la performance pour le corps. C'est très très dur ce qui se passe en Inde avec ces gens qui prennent des anabolisants. Là aussi, c'est la tension entre l'offre et le réel. C'est-à-dire que ce sont des corps hypertrophiés, presque monstrueux, qui représentent la force, l'hypervirilité. Mais en fait, ce sont des corps déclinants, ce sont des corps qui s'atrophient, ce sont des sexes qui ne bandent plus, des testicules qui se réduisent, des organes internes qui faiblissent. Et donc, ce sont des corps mourants, alors que les bodybuilders ont l'impression que ce sont des corps triomphants. Ouais. Et puis, il y a je crois que c'est l'avant-dernier chapitre sur ces médicaments, les médicaments les plus chers du monde. Alors, est-ce que ce sont des happy pills pour des enfants qui sont très malades avec enfin, moi, j'ignorais cela, des médicaments qui peuvent coûter jusqu'à 2 millions de dollars. C'est un médicament extraordinaire parce qu'aussi lui concentre un peu notre idée de happy pill, à la fois une offre, une promesse démesurée, c'est-à-dire que cette injection sauve effectivement des enfants atteints d'une maladie génétique dégénérative qui s'appelle l'amyotrophie spinale, mais ce médicament coûte 2 millions de dollars. Donc quand la pharma lance sur le marché ce médicament, elle sait que l'essentiel des malades dans le monde ne pourront pas en bénéficier. Oui, et il y a un tirage au sort. Ça, c'est redoutable. Pour compenser ce problème de prix, la pharma, c'est Novartis, on peut le dire, décide de donner chaque année 100 doses de ce médicament à des enfants, à des familles qui postulent pour ça. La réponse, on est allé voir pendant le confinement en avril dernier à Chicago, les responsables de cette pharma, et ils disent on n'a pas vraiment le choix. On peut pas donner massivement ce médicament, il nous coûte très très cher, c'est des investissements colossaux, et c'est finalement la moins pire des façons de redistribuer une partie de notre savoir. Pourquoi Ginger et Fred, pour finir le livre, qui sont un couple d'Américains qui sont à la rue, on les voit, ils ont perdu leurs enfants, leur maison, leur famille. Eux, c'est pas du bonheur pour le coup. On était fascinés avec Paolo Woods par cette histoire du Narcan. C'est-à-dire que vous savez, on a beaucoup travaillé sur les antidouleurs. On se dit l'antidouleur, c'est le médicament de notre siècle. C'est la spirale. Exact. Mais pourtant, il y a aussi des médicaments pour ressusciter les toxicomanes qui sont en overdose. Ça s'appelle le Narcan. Et il existe effectivement des médicaments pour avoir mal. Le Narcan, c'est un médicament qui interrompt les effets des opioïdes. Et donc, quand les toxicomanes ressuscitent, à ce moment-là, ils sont dans une crise de douleur extrême et un retour hyper violent à la réalité. C'est vrai que c'est une fin qui est pas une happy ending pour notre livre, mais ça nous a évidemment frappé. Et puis ça résonnait aussi avec l'époque que l'on vit d'une certaine manière. On était en pleine crise pandémique à ce moment-là et en plein confinement à Chicago. Vous avez rencontré une chatouilleuse de rats.
Ça aussi, c'est génial. Évidemment, on a travaillé aussi sur la recherche. Oui, vous êtes allé dans des laboratoires, vous êtes allé interroger les chercheurs. Ça, c'est passionnant. Il y a une jeune femme, une biologiste, qui, dans le métier, est réellement de chatouiller les rats, parce que cette recherche consiste à trouver dans le cerveau le siège précis du rire, d'où émerge le rire dans le cerveau. Et donc, elle chatouille le rat, on enregistre le rire avec un micro très performant. Ensuite, on détruit dans le cerveau du rat la partie dont on estime qu'elle pourrait être le siège du rire. Et la jeune femme, la biologiste, rechatouille ce rat, et effectivement le rat ne rit plus. Évidemment, c'est presque comique ou atroce, mais l'idée c'est de trouver pour ces chercheurs le moyen de stimuler ces zones positives du cerveau et donc de développer potentiellement de nouveaux antidépresseurs. Oui, le bonheur implique-t-il la soumission? Vous avez 3 heures pour nous expliquer. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est soumis à ces médicaments? Ou est-ce que c'est une libération? Voilà, c'est la clé un petit peu de notre questionnement, parce que c'est vrai qu'on peut se poser cette question, nous. Et je reviens peut-être à Louis Berriot, c'est-à-dire que c'est étrange. Vous êtes dans un pays, en France, où ces questions sont absolument pas résolues. La question de la fin de vie, la question du choix de la fin de vie. Louis Berriot était un militant du droit à mourir pour la dignité. Et lui a fait ce choix qui, à mon sens, moi je viens d'un pays effectivement où ces questions sont un peu résolues, mais c'est dramatique que des gens doivent aller en Suisse pour mourir, alors que cet homme était de toute façon promis à une mort relativement rapide, dans la douleur. Et du pays d'où je viens, ces questions-là sont pratiquement plus débattues du point de vue moral. Oui, il y a effectivement 7 à 10 étrangers contre 3 Suisses sont accompagnés chaque jour vers un suicide assisté. 10 000 euros, c'est le coût d'une mort assistée. 22 000 euros, le coût de remboursement de la dernière année de vie en France. Et c'est affreux. Vous imaginez cet homme a dû aller en ambulance jusqu'en Suisse pour mourir. Vous imaginez cet homme dont la vie a été extraordinaire, qui a voyagé dans le monde, qui a écrit des dizaines de livres, dont la femme est aussi une militante de cette cause. Il a dû traverser une partie de l'Europe pour se retrouver dans un studio à Bâle, en Suisse, pour mourir. C'est absolument inacceptable que des pays, des grandes démocraties ne légifèrent pas sur ces questions, à mon avis. Il y a plein de choses dans ce livre. On pourrait en parler pendant des heures. Il y a un chiffre aussi. La probabilité pour une femme d'avoir le même corps qu'une Barbie est de moins de 1 sur 100 000. Et pour un homme d'avoir le même corps que la poupée Ken est de 1 sur 50. Les injonctions. Les injonctions. À quel point les injonctions d'avoir un corps. Et effectivement, ça se caractérise encore de manière plus forte sur les femmes. Mais les injonctions sont permanentes et les médicaments viennent d'une certaine manière encourager ces injonctions. On a travaillé avec une boîte parisienne qui s'appelle We Do Data sur ces données. Pour nous, c'était très important d'enraciner, si vous voulez, un discours qui est parfois presque littéraire. On raconte des histoires mais sur des faits, sur des chiffres. C'est à lire vraiment, c'est un livre remarquable. Happy Pills, d'abord c'est un beau livre, les photos sont vraiment, Paolo Woods est un très bon, très grand photographe. Et puis votre enquête, à chaque fois, chaque chapitre avec des histoires de vie. Et puis on apprend énormément de choses. Arnaud Robert, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. C'est chez Delpire Eco. Allez-y, allez l'acheter parce que je pense que d'ici Noël, il y en aura peut-être plus. Et moi j'aurais bien aimé le recevoir en cadeau de Noël. Plongez-vous dans ce livre, c'est un très chouette livre. Merci. Et on sera à la librairie Delpire vendredi à 18h à Paris. Ah ben voilà, on viendra vous voir alors avec le photographe. Exactement. Je viendrai peut-être vous voir alors. Merci à vous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio.